Depuis que nous avons des mots pour raconter des histoires, nous avons inventé des récits fantastiques et nous les avons partagés. Aujourd'hui, les mythologies du monde entier influencent notre pop culture moderne. On peut penser par exemple aux films, aux chansons ou aux jeux vidéo qui s'en inspirent. Ce sont des histoires avec des leçons intemporelles. Mais je sais pas pour vous, mais quand on entend le mot mythologie, on va penser directement aux mythologies de la Grèce antique, de l'Égypte ou de la Rome impériale. Par exemple, si je vous cite Zeus, Anubis ou même Jupiter et Vénus, vous avez une petite image mentale de qui je parle. Mais est-ce que vous connaissez les Michi-Péchou ou encore les Wendigo? Moi-même qui habite au Canada, j'ai grandi ici et j'ai grandi en apprenant plus de choses sur l'Égypte antique et sur la Grèce antique que sur les légendes des gens d'ici. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, en fait, qui est un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai envie de vous ouvrir une porte vers leur culture, vers leurs valeurs, vers leurs créatures, avec leurs puissants récits qui reflètent leur lien profond avec la nature et l'équilibre du monde en général. L'équilibre entre la nature et les hommes, celui entre l'avidité et le partage, l'équilibre entre le bien et le mal. Pour être parfaitement honnête, je connaissais pas du tout les Michi-Péchou avant de préparer cette vidéo. Et pourtant, juste à sa description, c'est une créature qui mérite d'être connue tellement elle est magnifique. On parle ici d'une créature aquatique qui serait le croisement entre un lynx et un dragon. Il possède des nageoires et son corps est recouvert d'écailles scintillantes en cuivre. Mais les Michi-Péchou, ce sont des créatures malicieuses. Ce sont des forces de la nature. On dit qu'elles peuvent déclencher des tempêtes sur les lacs. La météo sur les lacs au Canada est très changeante et sur le lac supérieur, quand il y a des tempêtes, les vagues peuvent atteindre 9 mètres de haut, emportant les bateaux et les marins dans les profondeurs. Et justement, à l'époque de la ruée vers le cuivre, on racontait que les Michi-Péchou faisaient couler les embarcations des prospecteurs avides, rappelant ainsi que la richesse du sol ne doit pas être prise sans respect. Et même quand les lacs sont gelés, on n'est pas à l'abri des Michi-Péchou. Parce que ceux-ci peuvent briser la glace sous vos pieds et vous emporter jusqu'au fond du lac. Et aussi, Michi-Péchou, dans les légendes des Premières Nations, est considéré comme un être souterrain. Ils vont creuser en fait des tunnels entre les lacs pour voyager d'un lac à l'autre. Mais les êtres souterrains aussi ont une grande importance dans les rituels de guérison. C'est pour ça qu'on a retrouvé des sacs de médicaments qui étaient faits en peau de serpent pour rappeler un peu les écailles de Michi-Péchou. Pour s'assurer de ne pas les froisser ou de les mettre en colère, on leur offre du tabac. Le tabac est une plante sacrée dans les Premières Nations autochtones. En retour, Michi-Péchou s'assure que la chasse et la pêche se déroulent bien et il assure aussi que les guérisons aient lieu comme prévu. Comme tous les contes qui ont été inventés aujourd'hui comme hier, les Michi-Péchou, c'était aussi un moyen d'apprendre les dangers des cours d'eau aux enfants. Et justement, j'aimerais vous lire une histoire que j'ai trouvée qui parle d'une grand-mère qui raconte une histoire à ses petits-enfants sur les Michi-Péchou. Dans ce lac, comme dans tous les lacs de ces vastes territoires, vivent des Michi-Péchou. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne sort jamais seul sur l'eau. Michi-Péchou est beau, car il apparaît avec des yeux verts comme un feuillage printanier et une peau faite de très belles écailles de cuivre. Vous êtes fasciné. Vous ne pouvez pas bouger. Mais si vous tombez dans ses bras nageoires, il lui pousse des crocs et des griffes. Il prend le corps d'une panthère sous-marine et il se transforme. Il devient de la mousse de plage et il vous entoure sans que vous ne puissiez résister. Puis il vous entraîne dans les profondeurs pour vous noyer. Un monstre auquel aucun de nous ne peut survivre, aussi fort soit-il. Les Michi-Péchou inspirent la crainte et le respect envers les cours d'eau. Il ne faudrait pas leur manquer de respect en prenant plus à la rivière ou au lac, en se croyant plus forts. Ils nous mettent en garde contre l'abus de confiance, l'avidité et favorisent le respect de la nature et des créatures qui la protègent.
Mais les Michi-Pichou sont en lutte constante contre une autre créature qu'on va découvrir ensemble maintenant. L'oiseau tonnerre, ou le Thunderbird, il est déjà un petit peu plus connu que Michi-Pichou. C'est souvent lui en fait qu'on retrouve en haut des totems. On le décrit comme un oiseau géant dont les ailes produisent des tonnerres et ses clignements d'œil produisent des éclairs. Chaque tribu et légende ont leurs propres croyances autour de l'oiseau tonnerre, mais la plupart du temps, on retrouve à peu près les mêmes similarités. L'oiseau tonnerre amène l'orage, c'est le messager du soleil, c'est le protecteur des humains contre le chaos et la violence de la nature, et il combat les êtres souterrains qui voudraient du mal aux humains, comme par exemple les Michi-Pichou. Et même que chez la nation Ojibwe, le Thunderbird est aussi un législateur, dans le sens où il va punir ceux qui ont enfreint les codes moraux de la société. Il amène la pluie, qui est d'une part un cadeau pour maintenir la vie, mais aussi l'orage et la tempête qui peuvent être destructeurs. Et encore une fois, on ramène cette notion d'équilibre entre les forces du positif et du négatif. J'ai trouvé certaines choses qui sont vraiment intéressantes autour des croyances sur l'oiseau tonnerre. Par exemple, le Thunderbird est associé au printemps. Tout simplement parce que les orages sont très rares pendant l'hiver au nord de l'Amérique et la neige remplace la pluie. Donc on pensait en fait que le Thunderbird suivait les grandes migrations d'oiseaux, comme par exemple celle des oies canadiennes qui débutent vers la fin de l'automne, début de l'hiver, pour revenir ensuite vers le printemps en ramenant avec lui la pluie pour les récoltes. Et pour le remercier, encore une fois, on lui offre du tabac. Si Michi-Pichou est une créature légendaire plus imaginaire que réelle, on peut avoir des doutes sur les origines du Thunderbird. Déjà, faut se dire qu'un oiseau géant, c'est pas quelque chose d'impossible. On peut penser par exemple au condor des Andes qui peut dépasser les 3 mètres d'envergure, ce qui en fait d'ailleurs le plus grand rapace au monde. Il y a des experts qui pensent que les condors des Andes pourraient avoir inspiré les Thunderbirds des nations natives américaines du Nord, mais il est trop loin géographiquement de l'Amérique du Nord. Comme dit dans le nom, c'est le condor des Andes, donc c'est un oiseau qu'on retrouve surtout dans les Andes en fait, donc au Venezuela, en Argentine et au Chili. Donc même s'il semble être un bon candidat, je ne crois pas que le condor des Andes soit à l'origine du mythe du Thunderbird, justement à cause de cette distance géographique. Par contre, un autre candidat plus plausible, ce serait le condor de Californie. Même si aujourd'hui on retrouve le condor de Californie qu'en Californie, il faut savoir que autrefois elle peuplait un plus grand territoire de l'Amérique du Nord, en fait toute la côte ouest du continent nord-américain. C'est donc presque sûr que les Premières Nations autochtones sont rentrées en contact avec cette espèce, qui peut néanmoins avoir une envergure de 2,90 m pour une longueur d'1,40 m. Donc c'est légèrement moins qu'un condor des Andes, mais on se rapproche déjà plus d'une possible inspiration pour le Thunderbird, justement parce qu'il est plus proche géographiquement. Même si c'est plus certain que le Thunderbird a été inspiré d'un condor de Californie, moi il y a une dernière théorie que j'ai envie de vous exposer que je trouve trop cool. C'est qu'en fait, les peuples natifs américains seraient tombés sur des fossiles de teratornes. Les teratornes, c'est des immenses oiseaux préhistoriques qui faisaient entre 3,5 et 3,8 mètres d'envergure. Même que le Teratorne incredibilis faisait 5 mètres d'envergure pour un poids de 25 kg. C'est énorme. Même que Teratorne, ça veut carrément dire oiseau monstrueux. Autrefois, il peuplait une grande partie du continent nord-américain, comme les régions de la Californie, de l'Oregon, du Nevada, de l'Arizona et de la Floride. Ils auraient disparu lors de la première période glaciaire au début de l'Holocène. C'est pas impossible que des humains aient côtoyé des teratornes. C'est pas non plus à 100% sûr parce que personne n'était là à ce moment-là pour confirmer. Mais si les premiers hommes d'Amérique du Nord n'ont pas côtoyé les teratornes de leur vivant, c'est certain qu'ils ont trouvé des squelettes ou des crânes et qu'ils aient créé des légendes autour du Thunderbird à partir de fossiles. En tout cas, moi, cette théorie-là, même si c'est peut-être pas celle qui est le plus privilégiée, j'avoue que c'est celle que je trouve le plus cool et le plus intéressant. Maintenant, on va passer à la créature la plus connue de la vidéo, tellement que son existence est encore remise en question aujourd'hui.
Le Sasquatch, ou plus communément connu sous le nom de Bigfoot à notre époque moderne, tire bel et bien ses racines des légendes des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Déjà, il faut savoir que des légendes de gros bipèdes poilus qui vivent dans la forêt, c'est pas exclusif à l'Amérique du Nord. On peut penser par exemple au Yéti ou à l'abominable homme des neiges du Népal, ou encore les récits d'hommes sauvages qui s'étendent à travers le monde entier. Mais le Sasquatch des légendes autochtones d'Amérique est loin d'être une simple fable de cryptide. Parce que pour les autochtones d'Amérique du Nord, le Sasquatch est le gardien de l'équilibre entre le monde spirituel et le monde des humains. Car en fait, le Sasquatch est un symbole des régions sauvages inexplorées. Voir un Sasquatch, ça porterait chance. Non seulement parce que les Sasquatch sont rusés, mais aussi parce qu'ils peuvent traverser entre les mondes spirituels et le monde terrestre. Donc s'ils se laissent voir par un humain, c'est parfaitement volontaire. Ce qui fait de celui qui a pu en observer un, quelqu'un de très chanceux et de respecté. Le Sasquatch vient aussi apporter, encore une fois, une espèce de relation de respect mutuel entre les hommes et la nature, gardant toujours une distance entre lui et les hommes et ne se mélangeant pas à eux. J'aime beaucoup, en fait, cette espèce de calme apaisant qu'amène le Sasquatch. Je l'imagine en train de déambuler, basculant lentement de gauche à droite, avançant dans la forêt, avec un pas un peu paresseux et lourd, veillant à l'équilibre des forces de la nature et des forces des humains. Mais maintenant, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec le Sasquatch, et c'est la façon que les autochtones d'Amérique du Nord le représentent. Parce qu'on dirait vraiment un primate. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de primate en Amérique du Nord. Ce qui me pousse à penser que soit les humains qui étaient présents dans ces temps-là et qui ont inventé la légende ont imaginé une créature à partir de zéro, ou bien ils ont peut-être aperçu des animaux qui ressemblent réellement à ce qu'ils ont décrit, sculpté et peint. Deuxième problème, c'est impossible que des humains aient cohabité avec des primates en Amérique du Nord, parce que ces derniers avaient disparu bien avant l'arrivée des humains. Donc les deux groupes ne se sont jamais croisés sur le continent nord-américain, mais il y a certains cryptozoologues qui espèrent encore. Peut-être qu'une espèce de grand singe encore inconnu des chercheurs rôde dans les forêts nord-américaines, veillant d'un œil bienveillant sur la forêt et ses habitants, ses mythes et ses envahisseurs. Rien ne sert d'être sceptique. Après tout, les humains ne peuvent pas prétendre d'avoir tout découvert. Chacune des légendes que nous avons vues aujourd'hui avait un lien avec l'équilibre. L'équilibre entre le bien et le mal, entre le chaos et l'ordre, entre le spirituel et le matériel. Mais les nations autochtones ont aussi une légende effrayante, qui met en garde contre les excès et le mépris des conséquences quand l'équilibre fragile entre la nature et les hommes est brisé. C'est la légende du Wendigo. Le Wendigo, c'est franchement une de mes créatures préférées, toute mythologie confondue. Vous le connaissez certainement de nom parce que depuis plusieurs années, on le voit de plus en plus, que ce soit dans les jeux vidéo ou les films. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui étaient vraiment les Wendigo et qu'est-ce qui les caractérise ? D'un point de vue physique, ils sont extrêmement maigres, ils ont la peau collée sur les os, sans un seul gramme de muscle ou de graisse. Leurs yeux sont perçants, vides d'émotion, animés par une sauvagerie animale, perçant le froid glacial de l'hiver. Des bois s'élèvent sur le haut de leur crâne. Leurs oreilles sont semblables à celles d'un cerf et elles sont levées, cherchant le moindre craquement de branches, le moindre son, la moindre présence humaine, prête à s'élancer de ses longues jambes squelettiques pour vous débusquer, pour vous dévorer, alors qu'il le sait très bien. Le goût de la chair ne lui suffit plus. Sa faim à chaque repas grandit, le mettant de plus en plus en colère, le rendant de plus en plus fou, avide d'un repas, d'un seul et dernier repas qui peut-être, enfin, viendra tarir sa faim insatiable. Mais ce monstre a un jour été un humain. La légende du Wendigo cherche en fait à mettre en garde contre les dangers de l'isolement et de l'égoïsme, particulièrement pendant les longs mois d'hiver où la coopération est la clé de la survie.
car dans un climat aussi extrême que les hivers nord-américains, il serait tentant pour sa propre survie de décider de garder ses provisions pour soi-même. Mais dans les cultures autochtones des nations d'Amérique du Nord, le partage et la communauté sont les valeurs les plus importantes. En hiver, ou pire, lors d'une famine en hiver, il est plus que nécessaire d'aider son prochain à passer l'hiver. Ceux qui sont égoïstes et empreints de cupidité sont alors appelés des Wendigo, parce que leur cœur s'est laissé refroidir par le froid de l'hiver, aspirant toute la chaleur de l'amour qui les animait autrefois. Un tel comportement, selon les croyances, peut mener quelqu'un à se transformer en Wendigo. Mais ceux qui connaissent le mythe savent sûrement qu'il y a un autre moyen pour devenir un Wendigo, et c'est par le cannibalisme. Après tout, le cannibalisme, c'est l'acte égoïste par excellence, le meurtre pour se nourrir comme une dernière option désespérée de survie. Il y a beaucoup d'histoires de Wendigo qui mettent en scène un petit groupe d'individus, comme par exemple des chasseurs, qui se retrouvent à affronter la dureté de l'hiver, sans nourriture, laissés en proie aux idées sombres et morbides auxquelles aucun être humain ne devrait être laissé à divaguer. Céder à la tentation de la faim vient avec un prix. Jamais vous ne retrouverez la satiété, plus jamais un repas ne sera vous satisfaire, plus vous mangerez, plus vous aurez faim, creusant sans cesse vers une folie autodestructrice, ravagée par le froid de l'hiver et une faim insatiable, impossible à combler, condamnée à une existence misérable. J'adore vraiment le mythe du Wendigo, justement à cause de son avertissement fort. La cupidité mène à plus de souffrance. Donc j'imagine les personnes âgées de la tribu pendant les longs mois d'hiver en train de mettre en garde tous les autres membres de la tribu sur les dangers de l'égoïsme avec une histoire terrifiante de Wendigo. Et maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée en 1879 où le Wendigo aurait été utilisé pour justifier un acte criminel. C'est l'histoire de Swift Runner. Kakisi Kuchin, ou Swift Runner, était un trappeur-cri connu pour sa robustesse et son rôle de guide respecté et expérimenté. Mais l'arrivée des colons européens a complètement fait basculer sa vie, notamment car ils ont éliminé les bisons, qui étaient une source principale de nourriture pour les gens de la nation Cri, et ils ont introduit l'alcool aussi, qui a eu un impact très négatif sur Swift Runner, car il en est devenu dépendant, changeant complètement d'attitude lorsqu'il est sous les effets de l'alcool. Un jour, il décide que pour survivre à l'hiver, il va aller dans la forêt avec toute sa famille pour survivre grâce à la chasse. Lui, sa femme, leurs 6 enfants et sa propre mère. Mais ce qui s'est déroulé dans cette forêt dépasse les limites de l'horreur. À la fin de l'hiver, Swift Runner est revenu seul au fort. Il a affirmé que sa famille avait péri de faim pendant l'hiver. Pourtant, il paraissait un peu trop bien nourri pour un homme qui aurait soi-disant souffert de la faim. Les soupçons des autorités s'éveillent et une enquête fut lancée. Guidés par Swift Runner jusqu'au campement familial, les enquêteurs ont fait une découverte glaçante. Il y avait des os humains éparpillés au sol, brisés, comme si on en avait extrait la moelle. Swift Runner, ne pouvant pas nier les preuves, avoua. Il avait tué et dévoré sa propre famille. Il déclara avoir été possédé par l'esprit d'un Wendigo, le transformant d'un homme ordinaire en monstre sanguinaire. Malgré ses aveux et son explication paranormale, Swift Runner a été jugé pour ses crimes. Jusqu'à la fin, Swift Runner aurait insisté sur le fait qu'il avait été victime d'un Wendigo, une force qu'il ne pouvait pas contrôler. Et c'est en décembre 1879 qu'il fut pendu à Fort Saskatchewan, faisant de lui un des premiers hommes exécutés légalement dans ce qui deviendra plus tard l'Alberta. Mais son histoire, qui mêle réalité et folklore terrifiant, a traversé les époques, nous rappelant toutes les horreurs qui peuvent naître dans le cœur des hommes soumis à la dureté de la réalité. J'ai appris aussi en faisant cette vidéo que le terme Wendigo est utilisé par les Premières Nations autochtones du Canada pour définir les abus et les horreurs qui ont été commis à leur égard. Les conséquences de l'endoctrinement forcé, des viols et de la conquête de leur territoire causées justement par l'avidité des colons. Le Wendigo représente l'excès et la démesure, l'orgueil à son état pur. C'est le contraire de l'équilibre.
Les légendes des Premières Nations ne sont pas simplement des récits d'un autre temps. Elles sont des leçons intemporelles, un miroir de nos propres excès et de nos propres fragilités. Que ce soit la sagesse du Sasquatch, la puissance du Thunderbird ou la mise en garde du Wendigo, ces histoires nous rappellent que l'équilibre est essentiel à notre survie. Dans notre monde moderne, ce serait facile d'oublier notre lien avec la nature et avec les autres, mais ces contes anciens transmis de génération en génération portent en eux un message universel. Il faut respecter les forces qui nous entourent, ne pas céder à l'avidité et surtout préserver l'harmonie entre l'homme et le monde qu'il habite. Alors, la prochaine fois que vous entendez le vent hurler dans les arbres ou que l'orage gronde au loin, peut-être vous souviendrez-vous de ces gardiens légendaires qui veillent, invisibles, à l'équilibre fragile de notre monde. Jusqu'à la prochaine énigme, gardez l'esprit ouvert et sachez que le mystère est parfois plus proche qu'il n'y paraît. Vous êtes encore là? Eh ben, merci beaucoup d'être resté jusque-là. La vidéo a pris beaucoup de temps à venir, je suis vraiment désolée, je l'ai réécrite plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de recherches, je vous mettrai toutes mes sources en description, et vraiment j'ai essayé de faire cette vidéo le plus respectueusement possible, en essayant d'utiliser les bons termes. Et vraiment, ma démarche, elle est uniquement poussée par la curiosité, parce que j'adore les histoires, j'adore aussi raconter des histoires. Et donc, m'intéresser aux mythologies des Premières Nations d'Amérique du Nord, ça a vraiment été un plaisir et un bonheur. Et j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas sur mon pays. Donc, au final, c'était vraiment génial de travailler sur cette vidéo. Sur ce, le blabla habituel, si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce, si t'as bien aimé la vidéo, laisse un commentaire, et si t'as vraiment adoré la vidéo, bah, je t'encourage à me suivre, parce que je compte revenir bientôt avec des nouvelles histoires. Donc je vous dis à la prochaine sur Man Mystère, ciao!